Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 juin 2025. Fidèles à notre rendez-vous, je tiens à vous en remercier. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, essayer d'aborder quelques aspects d'information avant de lancer une thématique parce que pendant 2 ou 3 autres émissions, nous allons nous pencher sur la gouvernance électorale qui est un problème extrêmement important dans le contexte actuel. Au titre des informations, je vais commencer par la première. Vous avez tous suivi la déclaration du ministre Thierry Lézin-Mongala, porte-parole du gouvernement, lors de la dernière quinzaine, et où il a déclaré que le dossier sur les terres était clos. Et il s'est interrogé pourquoi les journalistes n'en parlaient pas. Ça avait fait tant de bruit, tant de vagues, etc. Alors, beaucoup de monde a marqué sa surprise parce que le gouvernement ne communique pas, ne donne pas l'information à l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais c'est aussi le gouvernement qui est surpris. Mais sur cette question, nous ne partageons pas le point de vue du ministre Thierry Lézin-Mongala. Nous l'avons déjà dit en d'autres occasions de dire que ce dossier est clos. Évidemment, dans les développements qu'il fait, le ministre Mongala évoque le fait qu'il y avait une date butoir qui avait été donnée au 8 décembre 2024. Le premier, il y a eu, dans certaines localités que nous avons visitées, pas dans toutes, à Madiengu et un peu à Lodima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population au regard d'un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est que aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de vente ou de cession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées. Et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Massangi Ayama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareilles circonstances, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis aux diplomates rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans, les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de 2 projets, qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial de Maruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture d'Oricin,
pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza. Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, la coopération entre la République du Congo et la République du Rwanda est régie par l'accord cadre de coopération signé le 22 novembre 2011 à Kigali, lequel a institué la Grande Commission mixte de coopération qui compte à son actif 5 sessions. La dernière session a été tenue les 23 et 24 novembre 2021 par visioconférence. À ce jour, l'arsenal juridique qui sous-tend la coopération entre nos deux pays est abondant et diversifié. Il compte 33 instruments juridiques, parmi lesquels 7 signés lors de la 5e session de la commission mixte et 8 conclus à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Paul Kagame en République du Congo les 11 et 13 avril 2022. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société ENI est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais
a été délivré par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les deux parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les deux parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Que les diligences n'ont pas été respectées et que par rapport à ça, évidemment, le gouvernement a pris des dispositions. Et il a ajouté, parce qu'on est en train de l'attendre à ce niveau, que le ministre chargé des affaires foncières, le ministre Pierre Mabiala, a informé les partenaires. Mais nous allons essayer d'abord de resituer le problème tel qu'il a abordé. Et nous tenons à préciser qu'il faut voir 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui du ranch de Matsani. Dans le cadre du développement du complexe agro-pastoral, pour lequel 12 000 hectares avaient été concédés à la société Eleveco. Et lorsque le Premier ministre a fait la descente sur le terrain le 5 et le 6 juin 2025, il a constaté que les Rwandais avaient sous-loué cet espace, ce qui n'est pas autorisé par les dispositions du décret qui avait accordé l'autorisation de cette l'autorisation express d'occuper de cet espace. Et le décret, j'ai déjà donné les références du décret, énonçait clairement que en cas de sous-location, c'était la résiliation immédiate du contrat. Et nous nous sommes posé la question depuis le 6 juin 2024, pourquoi le gouvernement n'avait pas pris de dispositions pour résilier les contrats au vu des dispositions qui étaient prises dans le décret que j'ai évoqué et que j'ai évoqué assez souvent. Ça, c'est la véritable question. Mais enfin, c'est resté. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que il y avait 5 autorisations provisoires d'occuper pour une durée de 2 ans. Il semble que c'était comme une durée transitoire pour permettre l'installation des structures. Il s'agit là de la culture du ricin qui devait se faire sur 121 000 hectares sur, semble-t-il, les 156 000 qui étaient escomptés. Et quand le Premier ministre a fait sa descente sur le terrain, comme quoi il n'y a souvent pas de contrôle, parce que s'il n'avait pas fait cette descente, on ne s'en serait pas rendu compte. Et les choses se seraient passées pratiquement dans l'ignorance des Congolais. Quand le Premier ministre avait découvert que les diligences n'avaient pas été accordées, et comme ces autorisations avaient été accordées le 8 décembre 2022 pour 2 ans, donc il avait demandé qu'on observe jusqu'au 8 décembre 2024 et que, au cas où
ces diligences ne seraient pas remplies, évidemment, on devrait déclarer la caducité de ces documents. Mais évidemment, on a constaté que les diligences n'ont pas été accomplies. Le 6 juin 2024, il a fait sa descente. Donc, on a constaté le 8 décembre 2024 que les diligences n'ont pas été observées. Mais diable, pourquoi immédiatement on n'avait pas pris les dispositions pour que le ministre Pierre Mapiala déclare caduques ces différentes autorisations? Et on est resté. Et nous avons été surpris par quelque chose, c'est, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, lorsque l'ambassadeur rwandais va faire ses adieux au chef de l'État et fait une annonce curieuse, il annonce qu'il s'apprêtait à lancer la culture du ricin à Matingu, précisément au Béville, sur une superficie de 3000 hectares. Alors on s'est demandé, d'un côté on parle de la caducité des accords, et de l'autre, on nous dit que la culture du ricin va commencer. On ne savait pas à quoi s'attendre. Mais le problème n'est pas là. Dès que le ministre Thierry Mungala a annoncé ce qu'il a annoncé, Alphonse Ndongo, dans ses chroniques, nous a appris que des sources sûres du côté rwandais ont s'étonné de cette décision. Ça veut dire que le suivi administratif au niveau de notre gouvernement n'était pas fait, et il semblait que les Rwandais semblaient s'en complaire, ce qui n'est pas du tout normal. Mais plus intéressant encore, nous avons suivi sur RFI que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a dit qu'il était surpris et qu'il n'avait pas du tout été informé, qu'il n'avait pas cette information et que ça le surprenait. Ce qui veut dire en fait que dans ces accords sur les terres entre le Rwanda et le Congo, il y a beaucoup d'argent attaché. Alors tout d'abord, commençons avec un peu d'histoire. Les traités ou conventions internationales ne sont pas récents. On considère que l'un des premiers traités internationaux est le traité de la Perle, un traité de paix signé entre le pharaon égyptien Ramsès II et le roi des Hittites en moins 1296. Mais c'est véritablement le traité de Westphalie, en 1648, mettant fin à la guerre des 30 ans, qui marque un tournant en droit international. Celui-ci est considéré comme le symbole de la naissance du droit international public. En effet, il fonde les relations internationales et pose le principe de souveraineté et d'égalité des États, qui sont aujourd'hui des principes fondamentaux en la matière. Les traités sont la première et plus importante source du droit international. Ils sont consacrés dans l'article 38, paragraphe 1, petit a, du statut de la CIJ. En vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un traité est un accord international conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par les règles du droit international. Donc c'est un accord qui est conclu par les États ou les organisations intergouvernementales et qui crée une relation conventionnelle, analogue à un contrat, entre ces sujets de droit international. Le traité a une valeur juridique contraignante. Il a force obligatoire à l'égard des parties, c'est-à-dire qu'il ne lie, n'oblige que les sujets qui ont exprimé leur consentement à être liés par ce traité. En ce sens, le traité ne crée pas de droits et d'obligations pour les tiers, sans qu'ils aient exprimé leur consentement en vertu de l'effet relatif des traités. Aussi, le traité trouve son fondement dans la souveraineté des États. La Cour internationale de justice, dans l'affaire du vapeur Wimbledon de 1923, souligne que la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté étatique. De plus, le traité est caractérisé par son formalisme, dont les règles et modalités précises sont posées dans la Convention de Vienne de 1969, qui est dite le traité des traités. Cependant, sa dénomination n'a pas d'importance. On parle indifféremment de traité, convention, accord, entente, protocole, pacte, charte ou encore compromis. Et nous le découvrons et nous n'avons de cesse d'en faire la démonstration. C'est pour ça que nous tenons à dire au ministre Thierry Mungala
que ce dossier n'est pas clos. Il faut qu'il y ait la transparence et la clarification dans tout ce dossier. Mais au moins une chose est sûre, il faut que nous informons les populations, notamment dans la Bouenza, dans les Niari et dans le Poul, que les autorisations provisoires d'occuper qui avaient été accordées sont désormais déclarées caduques. Et on ne doit plus trouver le moindre Rwandais sur ces espaces. Ce sont des espaces qui reviennent aux Congolais et que nous devons faire exploiter ou exploiter. Je crois que le moment venu, on va avancer. C'est la même chose pour le ranch de Matsangi. Nous devons dire aux populations de Yamba qu'au niveau du ranch de Matsangi, il n'y a plus aucune raison qu'on puisse voir un Rwandais. Les dispositions du décret sont claires et je souhaite d'ailleurs que les populations de Yamba mettent tout en œuvre pour avoir entre leurs mains ce décret pour que les choses puissent être réglées et puis qu'elles soient amplement informées. Donc, pour conclure sur ce problème, nous disons au ministre Ngala, il ne faut pas de la diversion, il ne faut pas de la confusion. Et il ne faut pas espérer faire croire aux Congolais qu'en disant que le dossier est terminé, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé sur les terres, que même les gouvernants n'ont pas bien appliqué, le dossier rwandais est clair. Et la position des Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, est claire. C'est non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres au Rwandais sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple. Et je crois, j'attire l'attention des Congolais, et je leur ai souvent dit qu'il ne faut pas que nous baissions les bras, et qu'il faut que nous soyons toujours debout pour respecter cette vision, et que les gouvernants, je suppose, qu'à travers ce que Thierry Mongala a dit, ça veut dire que les gouvernants ont compris que la position des Congolais était claire, elle était ferme, et qu'elle devait s'appliquer. Et j'ose espérer qu'ils vont prendre les dispositions pour l'appliquer. Mais quand je dis qu'ils doivent l'appliquer, ça veut dire que l'accord sur la coopération militaire et technique doit également être annulé. Ça veut dire que l'accord de cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements doit être annulé. Ça veut dire que l'accord ou le permis d'exploitation minière à Kangami-Tchopo doit être annulé. Les 4 permis de recherche minière doivent être annulés. La convention de concession de la zone économique spéciale de Maluku, tout ça doit être annulé. Donc, il faut qu'on se comprenne. Et il faut que le ministre Thierry Mongala comprenne avec tous les autres membres du gouvernement que le problème tel que compris et posé par les Congolais ne se limitait pas seulement à la culture du ricin et au ranch de Matsangi, mais ça s'étendait sur un peu tous ces problèmes et je crois que nous allons y venir. Le deuxième point que nous allons aborder, qui est très important, c'est grâce aux réseaux sociaux que nous avons découvert que le président Donald Trump a envisagé de prendre des dispositions pour que les enfants des présidents, des ministres, des députés et de tous ces hommes bien placés dans les pays africains n'aillent plus faire leurs études aux États-Unis. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Et je crois que c'est fondamental à travers ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, il a apporté un jugement très fort sur la gouvernance des Africains, qui se caractérisait par une norme qui est la corruption, qui se caractérisait par le fait qu'ils étaient soi-disant élus par le peuple, mais quand ils accédaient au pouvoir, ils maltraitaient le peuple. Ils pillaient, ils volaient l'argent de leur pays
pour aller construire des villas luxueuses, pour aller placer dans les paradis fiscaux, pendant que leur population n'avait absolument rien à manger. C'est la pensée du président Donald Trump. Et il trouve cela inacceptable. Et ce qui est admirable dans le propos, sinon dans la vision du président Trump, c'est qu'il est très admiratif du jeune président Ibrahim Traoré, parce qu'il dit que celui-là, il travaille véritablement pour l'Afrique. Premier conseil des ministres, nouvelle ère, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo prend les commandes aux côtés du président du Faso. Le gouvernement enclenche la vitesse supérieure. Allez vite, cette injonction du chef de l'État, lancée il y a plus de 2 ans, résonne à nouveau. L'urgence est là. Il faut accélérer la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le premier point, c'est l'accélération. Et le chef de l'État a donné des instructions afin que la mise en œuvre des différentes politiques et des différentes actions connaissent une accélération significative au cours de cette année 2025 afin d'apporter des réponses pertinentes aux attentes légitimes des populations, de nos concitoyens, des villes et des campagnes, des populations déplacées internes et surtout accompagner la réinstallation des populations parce que c'est un processus qui se poursuit également et qui devrait s'intensifier grâce à l'esprit de sacrifice et surtout à l'engagement historique de nos forces combattantes. Ensuite, deuxième directive du président du Faso, traquer la corruption pour mettre fin aux pratiques douteuses et malsaines dans l'administration. Le procès en cours s'est invité à ce premier conseil des ministres. La dernière actualité, notamment ce procès qui tient le public burkinabé en haleine, est assez révélateur des insuffisances de notre administration et surtout de la nécessité de resserrer les mailles dans la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques dans l'administration afin de s'assurer véritablement d'assainir cette administration afin qu'elle soit en phase avec la dynamique actuelle, la vision actuelle et surtout le souci que l'administration puisse être au service des Burkinabés, non donc au service d'individus qui en profitent, qui profitent des failles pour pouvoir donc détourner des ressources. Les ressources publiques, un bien précieux, désormais à gérer avec une rigueur implacable. Terminer donc les activités routinières, éliminer l'inefficace, l'heure est désormais au choix audacieux où chaque franc dépensé doit impacter des vies. Il faut que pour notre gouvernement et surtout pour la nouvelle équipe gouvernementale, qu'on mette fin à un certain nombre d'activités qui ont un caractère routinier et qui ont un faible impact, ou plutôt qui n'ont pratiquement pas d'impact sur la vie de nos concitoyens, mais surtout orienter les ressources vers la mise en œuvre d'actions à fort impact, des actions de rupture et éviter donc ces actions routinières qui sont budgétivores et sans réel impact sur nos concitoyens. Voilà donc le décor planté pour la nouvelle année qui se profile. 2025 s'annonce charnière pour le Burkina Faso. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'État a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7.
Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Et que les autres présidents devraient faire la même chose. Mais il continue en disant que les biens des présidents, des ministres, des députés et autres dans les pays occidentaux seront saisis. Vous vous rendez compte? Donc les gouvernants doivent se rendre compte que en croyant les cacher, l'argent qu'ils avaient volé, en allant le placer dans les pays occidentaux ou dans les paradis fiscaux, et ils croyaient que c'était à l'abri. Mais le président Trump leur dit que tous ces biens leur seront saisis. Et il dit, il invite les présidents africains à prendre les dispositions pour se soigner dans leur propre pays. Et que désormais, on n'acceptera plus que les présidents africains aillent se soigner en Amérique, en Europe, en Asie, etc. Mais je crois que c'est un plaidoyer très fort. D'ailleurs, il ne se cache pas, il dit, mais généralement, les Africains essaient de considérer l'Europe et les États-Unis et autres comme les freins à leur développement. Mais il a dit que les freins, ce n'est pas à ce niveau. Les freins, c'est au niveau de leurs dirigeants qui pillent les richesses de leur pays pour aller construire des villas luxueuses, pour aller à obtenir des biens mal acquis. Les Congolais sont habitués au dossier des biens mal acquis. Et le président de l'un des pays les plus pauvres d'Afrique a dépensé 400 000 $ en factures d'hôtel lors de 2 courtes visites à New York l'année dernière. Le Sunday Times de Londres affirme que Denise Sassou Nguesso de la République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville, a séjourné 2 fois au Waldorf Astoria. Lors d'une visite, son entourage a occupé 44 chambres et a accumulé une facture de 252 000 $, une partie ayant été dépensée en champagne coûteux et autres boissons onéreuses. Plus de 70% des 3 millions d'habitants du pays vivent avec moins de 2 $ par jour, malgré des revenus pétroliers de 2,5 milliards de dollars en 2006. Et l'année dernière, le pays a reçu un important allègement de dette de la part de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, car il a déclaré être trop pauvre pour honorer ses engagements financiers. Et aujourd'hui, l'attention est attirée. Alors, je crois que s'ils sont intelligents, mais il faut qu'ils prennent cet argent qu'ils leur rapatrient dans notre pays. Si le gouvernement congolais est intelligent, c'est le moment de tout mettre en œuvre pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Parce que vous l'avez dilapidé, mais vous êtes parti le placer je ne sais où, mais la plupart d'entre vous verront que leur fameuse fortune va disparaître ou s'évaporer parce que des mesures seront. Déjà, je crois que dans le cas des États-Unis, les choses sont claires et ils ne vont pas, le président Trump ne va pas reculer. Afrique. Comment la TAF lutte contre les flux financiers illicites? Les flux financiers illicites privent l'Afrique de près de 85,4 milliards d'euros par an. Le Forum des administrations fiscales africaines, ATAF, multiplie les initiatives pour renforcer les systèmes fiscaux, nouer des partenariats stratégiques et récupérer ses ressources nécessaires au continent. Chaque année, l'Afrique perd environ 85,4 milliards d'euros en raison de flux financiers illicites, FFI, un fléau qui entrave le développement du continent,
selon un rapport de l'ONU publié en 2020. Ces flux financiers transfrontaliers, illégaux par leur origine, leur transfert ou leur objectif, drainent les ressources nécessaires au développement. Le Forum de l'administration fiscale africaine, ATAF, une coalition de 44 pays africains, intensifie ses efforts pour lutter contre ces flux financiers illicites et récupérer les recettes fiscales. Les flux financiers illicites affaiblissent la capacité de l'Afrique à financer son développement et sapent les bases financières nécessaires à une croissance durable, explique Logan Ward, secrétaire exécutif du Forum des administrations fiscales africaines. À ce jour, l'ATAF a permis aux membres de récupérer plus de 1,7 milliard d'euros de recettes fiscales, une avancée majeure dans la lutte contre ces flux financiers illégaux. Alors, ce qui m'a fait sourire dans le message du président Trump, c'est qu'il pose la question aux présidents africains. Et je souhaite que les présidents africains répondront à cette question. Il y a combien de présidents américains ou des Européens ou de l'Asie qui viennent construire des villas luxueuses ou qui viennent s'accaparer des biens en Afrique? Il a dit qu'il n'y en a pas. Et il interpelle les présidents africains pour qu'ils prennent le destin de leur pays entre leurs mains, qu'ils se fassent respecter et qu'ils œuvrent pour le développement de leur propre pays. Je crois que c'est une leçon que le président Trump est en train d'administrer dirigeants africains. Mais le constat qui est fait pour le Congo par le président Trump, c'est pratiquement le constat que nous avons toujours fait. Et je crois qu'une prise de conscience au niveau des dirigeants doit être sérieusement prise pour qu'ils se rendent compte qu'on est élu pour servir le peuple, mais pas pour se servir. On est élu pour améliorer les conditions de vie du peuple, pas pour faire souffrir le peuple, comme c'est le cas aujourd'hui au Congo. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Congo. Pour avoir de l'eau, ça a des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour ramener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut... Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. On ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venir se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. Et il faut qu'ils prennent le destin de leur pays en main pour que l'on en parle. Et de ce point de vue, je dois avouer que je partage clairement le point de vue du président Trump et je pense que les présidents africains, les gouvernants africains, les députés qui se précipitent à aller acheter des appartements à Paris, aux États-Unis, tout ça, mais ils n'ont qu'à construire des belles villes ici au Congo. Comme ça, ils n'ont qu'à construire des belles universités, faire que le niveau de l'enseignement soit bon pour que nous formons des cadres et que eux, ils ne pensent pas que ce sont les enfants des pauvres qui vont rester dans les structures du Congo pour que leurs enfants aillent à Harvard ou quoi. Je crois que maintenant le message est clair et que tout cela risque de leur être interdit. Je crois que c'est un aspect très très important. Maintenant, le troisième point sur lequel je vais revenir, et j'y reviendrai assez souvent. Non, j'interpelle les gouvernants pour qu'ils libèrent les prisonniers politiques, particulièrement Jean-Marie Michel Moukoko, André Okobi Salissa, qui se sont distingués en étant deux candidats à l'élection présidentielle de 2016.
qui a eu lieu parce qu'on a procédé de façon illégale à la violation de nos lois et règlements de la République. Mais on n'a pas violé que nos lois et règlements de la République. On a violé également l'acte constitutif de l'Union africaine. On a violé la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance. Donc tout ça devrait être remis en cause parce que ce qui s'est passé en 2015 au Congo, c'est un coup d'État constitutionnel. Et le président guinéen Mamadi Doumbouya a eu à l'exprimer clairement lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour dire que le putschiste, ce n'est pas nécessairement celui qui prend l'arme pour faire un coup d'État et que beaucoup de putschistes, mais c'était ces gens-là qui avaient modifié la Constitution, qui avaient tripatouillé, etc., pour demeurer éternellement au pouvoir. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de vie après le pouvoir. Et ils pensent qu'ils sont des hommes indispensables. Et que sans eux, le pays ne peut plus fonctionner. Ce qui est véritablement dommage. Alors c'est pour ça, au moment où on vient de sortir du 10 juin, consacré au Congo comme journée de la réconciliation nationale, on est triste de voir encore que les situations du genre de celle de Jean-Marie Mukoko ne soient pas réglées. D'autant que, au Congo, nous constatons que pendant ce temps, mais les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé les pays dans le chaos, je dis bien dans le chaos, qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance, ils sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent, ils voyagent, ils vont. Et la tracasserie, c'est quoi? On oriente vers les opposants, parce qu'on estime que les opposants sont de nature à mettre leur système en danger. Mais le système qui n'a servi qu'à mettre les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Ce n'est pas du tout normal. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. J'évoquerai un autre cas s'agissant de Jean-Marie Michel Mukoko, d'André Okombi et des autres prisonniers politiques. Et nous interpellons les gouvernants. Laurent Sokoko a révélé qu'il y avait un complot international contre le Congo. Complot qui visait à l'assassinat du président de la République du Congo. Est-ce qu'on peut rester silencieux? Même s'il s'agit de vos parents, mais quand il s'agit de crimes, de sang, qui visent à perturber la paix dans notre pays, on ne peut pas tolérer qu'on soit silencieux à ce niveau. Les institutions sont silencieuses. Les députés, les sénateurs, mais ils savent bien que ce problème existe. Pourquoi on ne veut pas l'aborder? L'article 15 est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi.
et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être défavorisé ou avantagé par rapport à sa condition familiale, ethnique, par rapport aux convictions politiques. Donc, les choses sont claires. Alors, pourquoi, dans un schéma similaire, on a causé des problèmes à Jean-Marie Michel Moukoko, qui a occupé dans ce pays de très hautes fonctions. Il a été chef d'état-major, général des forces des armées congolaises. Il a joué un rôle important dans la réussite et dans la tenue de la conférence nationale. Je ne parle pas de Okombi a été ministre, je ne sais pas pendant combien d'années. Est-ce que c'est normal qu'on puisse se comporter comme ça? Quel est ce pays où on laisse libre les gens qui volent, qui détournent, etc. Et les gens qui osent prendre le courage d'être candidats à une élection présidentielle sont traités de la manière dont ils sont traités. Ce n'est pas normal. Même si on doit reconnaître qu'ils n'ont pas reconnu les résultats des élections, mais tous les Congolais ont déclaré à chaque fois qu'ils l'ont pu, que les résultats proclamés ne correspondaient pas aux résultats sortis des urnes, etc. Donc je crois que c'est une autre situation qui mérite une attention toute particulière. Maintenant, je vais passer à l'autre point. Et nous allons assez souvent revenir sur ce point. C'est la misère et la souffrance des Congolais. On dit souvent aux Congolais. Et je suis surpris lorsque je vois Digne Elvis Okombi parler du patriarche et tout ça. Je vois des masses qui s'assemblent pour suivre. Mais vous suivez pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous recherchez, c'est la misère et la souffrance. 40 ans après la gestion du pouvoir, voilà là où nous sommes arrivés. Et les Congolais ont vécu, il y a 2 ou 3 jours, ces drames, ces dégâts dus à la pluie. On parlera certainement des dérèglements climatiques, mais on sait aussi que les gouvernements pensent et disent assez souvent qu'il n'y a pas d'argent. Mais l'argent est parti. On ne peut pas s'occuper des érosions. On ne peut pas s'occuper des routes. On ne peut pas protéger les maisons qui s'écroulent. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Et beaucoup de Congolais sont dans la désolation. Ils ont perdu leur maison. Ils ont tout perdu. Il y a eu des morts. Mais ça va continuer combien de temps comme ça? Alors quand on évoque ça, j'ai une pensée toute particulière pour les retraités. 41 ou 42 mois d'arriérés de pension. Les arrérages. Non-harmonisation du point d'indice à 300. La pension du mois de mars a été payée le 23 avril. La pension du mois d'avril a été payée le 23 mai. Et aujourd'hui, la pension de mai n'est pas encore touchée, alors que sous le président Massamba Deba, les salaires du mois étaient payés le 25 du mois. Et aujourd'hui, au 25 du mois de mai, certainement, on n'aura pas la pension du mois de mai. Non. Mais sachez que vous faites souffrir les Congolais. Il n'y a pas que les retraités. Les étudiants sont dans quelle situation? Les travailleurs de plusieurs entreprises sont dans quelle situation? Et j'ai vu là sur les réseaux sociaux l'avis de grève lancé par 3 structures hospitalières au niveau de Pointe-Noire. Et j'ai failli verser des larmes lorsque j'ai vu l'image où ce malade grabataire est obligé de sortir de l'hôpital parce qu'on a signifié qu'il n'avait pas de service minimum. Il est malade, il est grabataire, il repart chez lui, c'est quoi? C'est la mort. Est-ce qu'on fait la politique pour donner la mort aux citoyens? C'est ça la vision du PCT. Et ils veulent toujours et toujours continuer à rester au pouvoir, même quand ils sont dans les situations de violation des lois et règlements de la République. Non, ce n'est pas du tout acceptable. Des travailleurs de plusieurs structures cumulent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ce n'est pas du tout normal. Et on vient vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais l'argent a été volé. Prenons bien que le scandale du Trésor Gate, avec soi-disant un compatriote qui aurait 85 immeubles à l'intérieur du pays, 603 immeubles. Et qu'est-ce qu'on en fait? Malgré le mandat d'arrêt international qui a été émis contre lui, non, on en a tout fait pour le sortir du pays. Est-ce que c'est sérieux? Un État qui protège des voleurs et des détourneurs de fonds, c'est du jamais vu. Pour faire souffrir les honnêtes citoyens, les retraités qui ont passé leur vie à verser de l'argent pour leur retraite, n'arrivent pas à voir. Et quand je parle des Congolais en général, mais tout le monde sait, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité.
Aujourd'hui, on découvre que depuis plusieurs mois, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de route, il y a des érosions qu'on ne peut pas réparer. La protection de l'État, elle signifie quoi? Absolument rien. Et pendant ce temps, ces fameux gouvernants qui vantent leur gouvernance, parce que j'ai écouté l'honorable président de l'Assemblée dire que Denis Sassou Nguesso était le candidat naturel au vu de la manière dont il a transfiguré. Que le pays l'a transfiguré. Il a conduit le pays dans la ruine. Et il faut que le président Sassou le sache. Il a conduit le pays dans la ruine. Et aujourd'hui, tous les Congolais en sont véritablement convaincus. Ce n'est pas du tout sérieux. Et ces gouvernants n'osent pas parler de réduction des trains de vie de l'État. Un ministre d'État au Congo gagnerait 15 millions de francs CFA. Il a une indemnité de logement de 2 millions de francs. Le SMIC est à 70 400 francs lorsqu'on a pu avoir un petit travail. Mais lorsqu'on a 70 400 francs par mois, ça correspond à quoi? À 2350 francs par jour. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec au moment où la vie est chère, le panier de la ménagère, on sait ce que ça représente. Et si vous devez vous loger, vous devez vous vêtir, vous devez vous habiller, qu'est-ce que vous allez faire? Alors on ne prend pas, on ne cherche pas le pouvoir, on ne cherche pas coûte que coûte à demeurer pour continuer à faire souffrir des compatriotes. Et je suis d'avis avec ce que je viens de dire, ce que le président Donald envisage de faire. Vous volez pour aller cacher l'argent dans les pays occidentaux, aux États-Unis, etc. Mais tout ça, c'est mis à découvert. Et quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, le Premier ministre congolais gagnerait, dit-on, 25 millions. Il vient du Sénégal. Mais il faut qu'il sache qu'au Sénégal, le président de la République gagne 4 800 000, d'après ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le Premier ministre congolais gagne 5,2 fois ce que gagne le président sénégalais. Mais il y a quand même honte quand vous vous regardez entre vous. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? Et moi, je pense que depuis longtemps, les gouvernants, au vu de cette crise qu'ils ont créée, crise dans laquelle ils ont plongé le pays, mais devaient ramener les salaires des ministres à 5 millions. Et à mon avis, ils ne vivraient pas aussi mal que ça. 5 millions dans ce pays, étant donné que le salaire, je crois, le plus élevé au niveau de la fonction publique pour le fonctionnaire le plus gradé est autour d'1 million. Mais 5 millions, ça c'est déjà un salaire, etc. Alors pourquoi? Et quand on leur parle de la réduction du train de vie de l'État, ils ne veulent pas du tout en entendre parler. C'est des avantages acquis pour eux. Les Congolais peuvent mourir, peuvent souffrir. Eux, ils sont les chanceux. Ils peuvent vivre comme ils vivent, etc. Et ce n'est pas du tout normal. Il y a tout volet qui est intéressant. Mais on ne fait que leur rappeler. Vous voyez, le président Trump a dit que la norme dans les pays africains, c'est la corruption. C'est le vol. C'est le pillage des riches. Ce n'est pas Mirassa qui l'a dit. Ce n'est pas l'opposition qui le qualifie de radical. Mais c'est le président Trump qui l'a dit. Et moi, je souhaiterais que les Congolais réagissent, les présidents africains, qu'ils réagissent pour dire certainement que les salaires qu'ils s'octroient, les avantages qu'ils s'octroient correspondent certainement au niveau de richesse créé dans le pays, et ce n'est pas du tout normal. C'est pour ça que moi je dis, concrètement, on devrait ramener l'effectif du gouvernement de notre pays dans la situation à 20 ministres, sinon même à 15. En réduisant, en fixant le salaire maximum pour le Premier ministre à 5 millions et en regardant tous les autres aspects. Ça ferait déjà une économie qui ferait qu'on peut régler un certain nombre d'autres problèmes. Et on peut voir. Si ça se fait dans toutes les institutions, je crois que le gain sera positif et on pourra faire avancer. Donc, je voulais, sur cet aspect, encore une fois, m'attaquer au gouvernement pour dire que leur cynisme, leur méchanceté, leur manque d'amour pour les Congolais, leur manque d'amour pour le Congo a dépassé les bornes. Trop, c'est trop, mais il faut qu'ils le sachent. Trop, c'est trop, et il faut qu'ils le sachent. Et il ne faut pas qu'ils croient qu'ils continueront indéfiniment à faire souffrir les Congolais. Voilà donc, chers téléspectateurs, sur ce volet d'information. Maintenant, au niveau de la thématique, je m'excuse parce qu'assez souvent, j'ai promis de parler de la gouvernance, mais après, au vu de l'actualité qui s'est déroulée. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la gouvernance parce que c'est un sujet extrêmement important.
Parce qu'il y en a déjà, il y a des gens qui se sont déjà annoncés candidats sans que le problème de la gouvernance soit élaboré. Et je rappelle à ces gens un certain nombre de choses. La première chose que je rappelle, c'est que depuis que le président Sassou est revenu au pouvoir, aucune élection libre, démocratique et transparente et apaisée n'a été organisée dans ce pays. Tout ce qui s'est fait dans l'optique de la conservation, coûte que coûte du pouvoir. D'ailleurs, on a vu Jean-Pierre Michel déclarer à Olombo que tant que nous n'avons pas fini de développer ce pays, nous ne quitterons pas. En fait, moi, je n'ai pas interprété comme ça. J'ai interprété que tant qu'on n'a pas fini d'appauvrir les Congolais et certainement de les pousser à la mort, nous ne quitterons pas. Et ça, c'est véritablement dommage. C'est véritablement triste. Comment on peut raisonner? Et j'ai entendu le président de l'Assemblée dire aussi une fois que vous ne savez pas ce que ça représente la perte du pouvoir. Mais vous pouvez vous dire démocrate alors que l'alternance est une chose fondamentale et essentielle dans la démocratie. Et vous pensez vous accrochez indéfiniment. La loi, c'est vous. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de la gouvernance, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Et pour cela, que dans cette partie, j'ai voulu rappeler un certain nombre de choses. Et je sollicite l'indulgence des Congolais. Parce que sur ces questions, nous reviendrons souvent sur ces aspects, aussi longtemps que ces aspects ne seront pas réglés. Mais je vais faire des rappels. Je vais en faire 3. Le premier rappel est relatif à la déclaration que l'opposant Denis Sassou Nguesso a faite en novembre 92, lorsqu'il était opposant, lorsqu'il a dit, j'insiste pour dire, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un engagement ferme pour le respect des lois et règlements de la République, particulièrement pour la loi fondamentale qu'est la Constitution. Et ensuite, il a continué. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Au Congo, la Constitution est violée depuis 2002. Est-ce qu'il y a des démocrates? Est-ce que nous sommes tous dans la dictature? Qu'est-ce qui se passe? Mais les gouvernants doivent apporter la réponse à ça. Et il a terminé sur ce volet en disant jamais, 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 je ne pourrais accepter que soient organisées des élections hors la loi. Ça, on le disait quand c'était le président Lissouba qui était président. Mais depuis qu'on est devenu président, qu'est-ce qu'on a fait? Évaluons les choses. Aucune élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée n'a été organisée dans ce pays depuis 2002. Et que toutes les organisations, toutes les élections qui ont été organisées l'ont été dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. C'est-à-dire qu'elles ont été organisées dans une situation hors la loi. Est-ce que c'est ce qu'on veut répéter en 2026? Est-ce que c'est normal après 40 ans de pouvoir? Est-ce que c'est normal après que le Congo ait joué autant de rôles dans des médiations internationales, qu'on constate que les gouvernants congolais ne sont même pas capables de respecter leurs propres lois et républiques? Mais les médiations que nous les avons faites, nous nous sommes fondés sur quoi? Si nous ne nous basons pas sur les lois qui existent, les lois et règlements qui existent et qui permettent d'avancer. Maintenant, le deuxième rappel que je vais faire, et les jeunes ne le savent pas, le président David Lissouba avait nommé en 1996 M. David Charles Ganao comme Premier ministre. Et M. David Charles Ganao avait fait une déclaration pour annoncer que son gouvernement allait organiser les élections et que les élections ne seraient pas organisées par la Commission nationale d'organisation des élections. Mais les FDU, les Forces démocratiques unies, présidées par le président Denis Sassou Nguesso, ont à cette occasion fait une déclaration forte et violente dans laquelle ils ont déclaré, et j'ai retenu ce passage de façon très forte, en disant, un démocrate sincère ne peut pas avoir peur d'une commission électorale véritablement indépendante. Et après, quand ils sont arrivés au pouvoir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait? Et quand ils sont arrivés au pouvoir, mais ils ont suivi ce que le Premier ministre Ganao avait annoncé. C'est-à-dire qu'en réalité, au Congo aujourd'hui, c'est le gouvernement qui organise les élections à travers le ministre de l'Intérieur. Et nous allons y revenir. Et il faut que les jeunes le sachent, parce que nous allons rentrer dans ce débat
sur la gouvernance électorale. Et il faut qu'on se dise un certain nombre de choses, parce que le Congo a trop souffert, et il faut que nous revoyions. Maintenant, le dernier rappel que je vais faire à ce sujet, et je ne le savais peut-être pas, mais en mars 1997, au moment où on parlait de l'élection, que malheureusement il y a eu la guerre du 5 juin 1997, mais les partis de l'opposition de l'époque, parmi lesquels il y avait le Parti congolais du travail, je dois aussi signaler qu'il y avait le Parti social-démocrate congolais. Nous avons signé un mémorandum que nous avons adressé au président Lissouba en réclamant et en revendiquant plusieurs choses. L'une des choses que nous revendiquions, c'était la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Et dans ce mémorandum que les jeunes recherchent, on a défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission électorale, une commission nationale électorale véritablement indépendante, aux standards internationaux. Les termes de référence existent. Moi, j'ai le document. Le PCT là. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ça ne les intéressait plus. Parce que le mode opératoire qu'ils avaient choisi, c'était celui de la conservation du pouvoir. Et ils se sont rendus compte qu'avec la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, avec le respect des normes démocratiques, comme l'alternance démocratique, ils ne considéraient pas Internet dans le pouvoir. Et se sont mis pratiquement à faire le contraire de ce qu'ils défendent. Encore une fois, on constate le paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Alors, après avoir fait ce rappel, mais il y a d'autres rappels qui peuvent être faits. Je fais cela pourquoi? Mais parce que le débat sur l'aspect de la Commission nationale véritablement indépendante existe depuis que le PCT est revenu au pouvoir. Et ils ne veulent pas en découdre. Parce que vous voyez, le ministre Boudou, il fait n'importe quoi maintenant. Et nous découvrons à travers les textes qu'il prend. Alors que tout ça, l'opposition n'est pas associée. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, l'aspect qui ressort et que j'ai développé assez souvent, pour lequel je vais apporter une contribution aujourd'hui, il apparaît clairement que la bonne gouvernance électorale doit s'asseoir sur le respect des lois et règlements de la République. Et c'est un aspect important et fondamental. Et je vais essayer de m'y pencher. Alors c'est pour ça que je reviens sur des choses que je vous ai assez régulièrement dit. La première chose que je dis, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Il aurait dû et il doit être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 sur les partis politiques. L'article 31 dit tout simplement que, en cas de violation des lois en vigueur par un parti, un groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre de l'administration du territoire suspend le parti concerné et ferme provisoirement, procède à la fermeture provisoire de ces lois. Mais expliquez-moi, pourquoi le PCT n'est pas sanctionné? Alors la loi, c'est pour les autres Congolais. Et eux qui veulent faire souffrir les Congolais, ils ne sont pas pour le respect des lois. Le grand et glorieux parti est dans une démarche de fraude et violation des lois et règlements de la République. Une tricherie. Et ça, les Congolais l'ont compris. Et je souhaite que pour 2026, que tous ces problèmes-là devront être posés et ils devraient être vus. C'est pas parce que le ministre Ngoulou n'est pas en conformité avec les textes, avec les lois et règlements de la République, et c'est lui qui fomente les concepts, les mascarades de concepts, et qui élimine les gens, alors que lui-même, il n'est pas en conformité avec la loi. Ces choses-là, il faut qu'on se les dise dans ce pays. Parce que ce pays-là n'appartient pas à une petite minorité des gens qui ont favorisé le vol, etc., et qui pensent qu'ils peuvent tout faire au Congolais. Je crois qu'il faut que les choses puissent s'arrêter. Donc, s'agissant du Parti congolais du travail, je ne m'étends pas sur ce qui nous permet de dire qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Le PCT le sait.
Et les Congolais doivent se poser la question. Mais depuis que Clément Mirassa pose ce problème, pourquoi le PCT ne réagit jamais? Mais c'est un voleur qui a attrapé en flagrant délit. Mais comme ils veulent continuer à faire ce qu'ils veulent, ils estiment qu'ils peuvent marquer sur tout. Mais ils comptent sur quoi? Ils pensent qu'au Congo, la force publique n'est pas apolitique, qu'elle est de leur côté. Mais ce n'est pas normal. Il faut que la force publique se ressaisisse et se considère que comme devant être apolitique et qu'on devrait pouvoir avancer. Voilà l'un des aspects extrêmement importants qu'il faut évoquer. Pourquoi le PCT n'est pas sanctionné? Parce que le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique du PCT. Quel est le texte qui permet au ministre de l'Intérieur de ne pas appliquer la loi quand il s'agit du PCT? Donc nous y reviendrons et nous aurons, j'ose espérer, dans le cadre du débat qui mène à l'élection soi-disant, je ne sais pas si elle aura lieu de 2026, il faut qu'on ait ce débat. Mais pas dans les bricoles que le ministre Mboulou a essayé de faire en essayant de parler de mascarade et de concertation nationale, etc., sur lequel nous allons revenir. Le deuxième point sur lequel nous allons revenir, toujours sur le respect des lois et des devoirs de la République. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Vous me direz que je reviens là-dessus, mais je reviens là-dessus parce que depuis que j'en parle, les gouvernants ne veulent absolument rien faire. Ils ne veulent absolument rien faire. J'ai même introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente et qui a choisi d'en faire une modification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur, donc les plus hautes autorités de l'État qui sont impliquées dans ce problème savent bien que le PCT n'est pas en conformité avec la loi et que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité. Et c'est les mêmes qui élèvent les voix. Vous avez suivi les discours de l'honorable président Isidore Bouba, qui essaie de déclarer que le président de la République est le candidat naturel. Mais Mbouba ignore qu'il vote les lois pour qu'il veille à ce que ces lois soient appliquées. Mais lorsqu'on est, mais dans certains pays, il faut que l'honorable Mbouba le sache. Dans des pays sérieux, l'Assemblée aurait introduit une démarche de destitution du président Denis Sassou Nguesso. Parce qu'on ne viole pas la loi, on ne viole pas la loi fondamentale, comme cela se fait dans notre pays. Et c'est véritablement inacceptable. Et j'ajoute, s'agissant du président de la République, sans rentrer dans les détails, mais il a violé le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple, d'une part, de respecter et de faire respecter la Constitution, d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. Les éléments sont là, on peut les sortir. Où sont les juristes de ce pays? À mon avis, il faut penser à l'intérêt national, non pas à l'intérêt égoïste et particulier, l'intérêt individuel. Mais le président Denis Sassou Nguesso, une nouvelle fois, nous lui donnons l'information. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président Denis Sassou Nguesso a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et la Constitution dit dans son article 50 que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses droits vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la société. Les choses sont claires. Mais une fois qu'on fait le constat que le Parti congolais du travail a violé la Constitution, mais bien que le président de la République est malheureusement président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti. Camarades membres du bureau politique, très chers camarades, la présente réunion du bureau politique, réunion ordinaire qui se tient conformément au règlement intérieur du comité central, suscite une attention particulière des membres et sympathisants du parti et même de l'opinion nationale.
La route menant le Parti congolais du travail vers son 5e congrès ordinaire connaît une agitation fébrile qui justifie l'exceptionnelle attente fondée sur notre réunion. Voilà pourquoi il est ici requis de chaque membre du bureau politique de se mettre à son vrai niveau de responsabilité pour que des présentes assises du bureau politique s'enclenche une dynamique nouvelle qui restaure le prestige de notre grand parti. Nous devons aller au Congrès dans la discipline, l'unité et la cohésion, tous préoccupés par la détermination à faire du Congrès du 50e du Parti congolais du travail un grand rendez-vous qui conforte le rassemblement et la mobilisation des forces autour du camarade président Denis Sassou Nguesso, président du comité central pour de grands combats à venir. Mais malgré ça, le président de la République, pour respecter le serment qu'il a prêté, doit faire respecter la Constitution. Et dans ce cadre, il doit veiller à ce que le Parti congolais du travail soit sanctionné. Que le Parti congolais du travail soit sanctionné. Et ça, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on devrait discuter. Les choses sont suffisamment claires. Maintenant, quand on dit que le président de la République est président du Parti congolais du travail, honnêtement, est-ce que le Parti congolais du travail peut organiser une élection libre, démocratique et transparente? J'ai dit non. La preuve, le ministre Ngoulou, qui a dû proposer les préfets à la nomination des préfets. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Mais la plupart de ces préfets sont des membres du comité central qui faisaient partie des 2588 congressistes qui ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso à la tête du pays, et plutôt à la tête du Parti congolais du travail. Ils ont violé la Constitution. Mais comment ils vont faire? C'est la même chose qu'on peut dire au président du Sénat. Le président du Sénat qui a présidé ce congrès de décembre 2019. Dans quelle position il se trouve? Et c'est le président du Sénat, qui était en même temps secrétaire général du PCT, mais qui a appelé tous les congressistes à reconduire de façon unanime. Donc il a violé lui aussi la Constitution. Donc au Congo, le président viole la Constitution, le premier ministre viole la Constitution, le président de l'Assemblée viole la Constitution, le président du Sénat viole. Et il n'y a aucun contre-pouvoir possible pour redresser la situation. Où sommes-nous? Ce sont des situations que nous devons analyser et regarder sérieusement au plan politique. Et c'est véritablement dommage, et c'est véritablement triste. Parce que les Congolais ont découvert en réalité que le changement de constitution qui s'est fait en 2015 ne s'est pas fait pour l'intérêt ou l'amour des Congolais. Il s'est fait pour une chose, mais c'est la conservation du pouvoir qui a permis, qui a rallongé les périodes d'enrichissement, qui a allongé un certain nombre de moyens. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, je passe au troisième point. C'est le constat que nous faisons en termes de gouvernance électorale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites lors des mascarades de concertation. Mais nous découvrons quoi? Et que c'est le côté partisan et le manque de neutralité de l'administration publique congolaise. De sorte qu'ils sont placés là, non pas pour faire élire le Congolais que les Congolais auraient choisi, mais pour l'imposer sous quelque forme que ce soit l'élection du président Denis Sassou Nguesso, qui n'est déjà pas en conformité avec la loi. Et je déplore, parce que je souhaite que les juristes et les lisent notre Constitution, parce que dans l'article qui indique les conditions pour être candidat à la présidence de la République, il faut que nous nous battons pour qu'il figure clairement le fait que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être en conformité avec la Constitution et avec la loi. Et si vous n'êtes pas conforme, vous n'êtes pas. Évidemment, et certains me diront qu'on peut rattraper ça, parce qu'il y a une subtilité lorsqu'on a dit qu'il faut être de bonne moralité. Ici, au juriste de bien interpréter et de faire de l'émanation. Alors,
On a fait ce constat de manque de neutralité de côté, par exemple. Mais parce que le ministère de l'Intérieur, et surtout le ministre de l'Intérieur a signé l'arrêté 13 205 CAB, je ne sais pas que, etc., du 21 octobre 2020, dans lequel il déclare le Parti congolais du travail et plusieurs autres partis conformes à la loi, alors qu'ils ne sont pas conformes à la loi. Ça veut dire quoi en français facile? Mais c'est de la tricherie. C'est la préparation de la fraude électorale. Alors, est-ce qu'on peut continuer et faire confiance au ministre Boulou, qui, à travers les textes, à travers les textes, on lui a attribué un rôle suffisamment important dans la préparation, dans l'exécution des opérations préélectorales. Je dis non, on ne peut pas faire confiance. C'est même parce que dans ces pays, il y a de la complaisance. Sinon, soit que le ministre Boulou aurait démissionné, soit qu'on aurait fait sauter du gouvernement. Parce que c'est un constat qui est extrêmement grave. Il a donné la preuve qu'il n'a pas la neutralité. Et les Congolais sont convaincus que le ministre Boulou ne prendra jamais, puisque le dispositif actuel lui donne le droit d'aller proclamer les élections. Je suppose qu'il le fait souvent à 3h ou à 4h du matin, mais il n'ira jamais proclamer qu'un opposant a été élu. Il ne le fera pas. Les choses sont claires. Et à mon avis, c'est clair et net. Allez, c'est pour ça que si on pousse l'enquête plus loin, je ne l'ai pas encore fait, si on pousse l'enquête plus loin, on va voir que tous ceux qui ont les nominations des sous-préfets qui venaient de se faire, des secrétaires généraux, c'est quoi? C'est le placement des membres du PCT pour avoir le contrôle du dispositif d'organisation des élections. Pour qu'évidemment, on vienne nous dire que Denis Sassou Nguesso, comme Cosme Makosso l'a dit en janvier 2025, c'est l'homme présidentiel, mais l'homme présidentiel qui a plongé le pays dans le chaos. Et ce n'est pas du tout normal qu'on puisse vivre cette situation. 40 ans au pouvoir, on n'est pas content, on veut continuer. Le bilan est là, il est fortement négatif, mais malgré tout. Alors moi, je pose la question aux gouvernants, aux dignitaires du PCT. Vous croyez que si Barack Obama avait cherché un troisième mandat, si c'était possible, il n'aurait pas été élu. Mais son bilan était très positif quand il a fini son deuxième mandat. On peut poser la question également pour Bill Clinton. Vous pensez que si Bill Clinton, il y avait la possibilité aux États-Unis, mais parce que l'alternance démocratique est une notion fondamentale dans la démocratie. Et on ne peut pas venir là, on refuse l'alternance et on dit on est démocrate. L'indice de démocratie vous dit que vous êtes des dictateurs, vous ne pouvez même pas vous amender pour faire les choses assez proprement. Non, il ne faut pas exagérer, il ne faut véritablement pas déconner. Et je crois, et j'ajouterai pour terminer sur ce volet, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur. Après le constat des partis qui ne le sont pas, et le PCT n'est pas le seul, on peut regarder. Parce que ça visait l'exclusion d'un certain nombre d'autres partis. Mais que vivons-nous? C'est le scandale des passeports. Déjà, il y avait des vidéos sur nos sœurs de la RDC qui étaient dites exploitées pour des besoins d'autres que je ne voudrais pas évoquer ici. Mais on a découvert que si les Congolais à Brazzaville avaient des difficultés pour avoir le passeport, même lorsqu'ils y mettaient de l'argent, il y en a qui ont mis parfois jusqu'à 250 000, 500 000, alors que le prix fixé, c'est 50 000, encore que le prix exagéré. J'ai suivi en RDC, je crois que ça doit coûter autour de 20 000 francs CFA. Mais malgré ça, ça veut dire quoi le problème des passeports? Mais ça veut dire qu'on force le corps électoral. On dit, mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de chances, beaucoup de probabilités que la carte nationale d'identité soit pratiquement utilisée de la même manière. C'est-à-dire qu'à l'approche des élections, il y a des non-congolais qui ont évidemment, qui arrivent à obtenir des cartes nationales d'identité pour fausser le vote, pour aller faire un non. Je crois qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on devienne sérieux. Je crois que lorsque les gouvernants actuels, surtout les présidents africains, écoutent les messages comme ceux qui sont lancés par le président Trump, je crois qu'ils devraient se ressaisir, franchement, et prendre la décision de remettre le pays sur le rail et de sortir de ces voies ténébreuses dans lesquelles ils sont envoyés. Maintenant, le troisième point que je vais évoquer, qui sera évoqué cette fois-ci sous forme d'annonce, parce que j'ai pris quelques notes, c'est les concertations nationales.
Alors, depuis 2009, on a pris l'habitude, chaque fois qu'on approche une élection, d'habiter une concertation nationale, et qui n'a pratiquement aucune base juridique, et sur la base de laquelle le ministre Moulou, avec les membres du gouvernement de Anatole Codiné, exclut un certain nombre de partis, tout en sachant que eux-mêmes, ils ne sont pas conformes à la loi. Je dis eux-mêmes, le Premier ministre, ses ministres est pris individuellement. Mais en plus, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et ce sont deux. La loi, c'est eux. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, ces concertations que nous appelons mascarade de concertation nationale n'ont aucune base juridique. Et en fait, quand on fait le point, elles n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. C'était un dispositif qui a été mis dans un seul but, la conservation du pouvoir. Ils ont peur de partir du pouvoir, pourquoi? Mais parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont détourné, et parce qu'ils croient. Mais il faut bien qu'un jour, au-delà de la complaisance du Sénat et de l'Assemblée nationale, il faut bien qu'un jour, ils rendent compte au peuple congolais. Parce que ce jour arrivera bien. Et ce sont les Congolais qui prendront le destin du pays entre les mains et qui avanceront. Alors je dis que ces concertations n'ont rien amélioré. Elles ont eu lieu. Il y en a eu plusieurs, je crois 7. Je vais essayer de les énumérer. En 2009, il y en a eu une à Brazzaville. En 2011, il y en a eu une à Evo. En 2013, il y en a eu une à Debisi. En 2015, il y en a eu une à Sibiti. En 2017, il y en a eu une à Wisso. En 2020, il y en a eu une à Matibou. Et en 2022, il y en a eu une à Ouanda. Mais elles n'ont en rien amélioré. De sorte que quand je me réfère aux notes que j'ai prises, par rapport aux recommandations édictées par ces fameuses concertations, rien n'a fondamentalement amélioré la situation. Et je vais commencer par une recommandation qui a été faite à Evo en 2011. Donc, il y a 14 ans de ça. À Evo, il a été recommandé l'inscription par le gouvernement d'un timing des opérations préélectorales et électorales, plutôt l'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales, dans un timing précis pour éviter la précipitation. 2011, à Evo. Nous sommes à moins de 10 mois de l'élection présidentielle. Où est le timing? Il n'y en a pas. Alors on voit sur les réseaux sociaux les notes de service prises par les ministres Boulou. Donc, il a demandé au préfet une circulaire pour demander qu'il s'occupe des décédés parce que bientôt, ils vont aller s'occuper de la révision des listes électorales. Alors que déjà, nous tenons à préciser au ministre Boulou qu'en 2013 à 2010, le problème de la méthodologie de la détermination du code électoral était abordé. Et il a été dit clairement que la méthode qui consiste à rechercher la maîtrise du corps électoral par la révision des listes électorales ne permet pas d'avoir un corps électoral fiable et ne permet pas d'aboutir à des listes électorales fiables. Mais pourquoi il s'agrippe à ça? Pourquoi depuis 2002 qu'il y a des élections dans ce pays, on ne veut pas informatiser ces listes électorales? Mais parce qu'il y a la tricherie. Tout le monde sait que dans les villages où il y a 30 habitants, le jour de l'élection, ils sont 500. Tout le monde le sait dans tout le pays. On le sait. Et on veut que ça continue, alors qu'on vient d'avoir un recensement. Et à partir de ce recensement, on aurait pu soutirer des éléments au plan informatique et autres pour que nous ayons une base qui nous permette de travailler et d'aller de l'avant. Maintenant, je suis toujours sur ce qui a été dit. Et ça, je le dis avec un sourire. En 2009, à Brazzaville, il a été dit qu'il fallait garantir l'accès de toutes les sensibilités politiques dans les médias de l'État, de manière égalitaire. Mais on a fait des médias de l'État, les propriétés du Parti congolais du travail. On y fait le culte de la personnalité, etc. Aujourd'hui, ils sont débordés parce qu'il y a les réseaux sociaux et les Congolais ne s'en inquiètent pas. Mais figurez un seul instant qu'il n'y ait pas eu les réseaux sociaux. Dans quelle situation nous nous serions? Maintenant, il y a d'autres situations plus importantes. Depuis de nombreuses années, on parle de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Mais la commission qui n'est pas indépendante, on triche. Et on sait qu'il y a des repères
Les repères, c'est la déclaration de Bamako, je crois, pour l'espace francophone en 2000. Les repères, c'est quoi? C'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Les références, c'est quoi? J'ai entre mes mains une copie de la lettre que Jean-Pierre Tissé Chikaya et les conduits Otsetouba avaient adressé au président de la République pour dire, mais pour constater que la commission n'est pas indépendante et qu'il fallait aller. Mais les Koundou étaient responsables au niveau du Parti congolais du travail. Donc, ils s'étaient bien rendu compte que ce qu'on nous faisait ici, c'était de la tricherie, de la fourberie. Et on vient après vous dire, c'est une commission nationale électorale que vous allez tromper. Aujourd'hui, les Congolais ont les yeux ouverts. Et il faut qu'on ait des débats là-dessus. L'autre problème que j'ai plus ou moins évoqué déjà, mais c'est la maîtrise du code électoral. À un moment donné, on a pensé, ça a été décidé à Tbilissi en 2013, qu'il fallait aller à l'élaboration, à l'établissement des cartes biométriques avec photo. Et à l'époque, on avait posé comme condition, il fallait organiser un recensement général de la population. Ça, on a attendu, mais le dernier recensement de la population qui nous a donné le chiffre de la population de 6 142 180 habitants, mais il a été réalisé. Mais quand on regarde ce recensement, on a posé un certain nombre de questions. Et on s'est rendu compte que là-dedans aussi, et je rappelle aux gouvernants, aux responsables du PCT, qu'il faut que vous sachiez. Vous avez décidé d'annuler pratiquement les résultats du recensement de 1996. Parce que vous avez pensé, selon votre analyse, que le président Rissouba avait fait gonfler les chiffres dans les zones qui lui étaient favorables et avait minoré dans les zones qui étaient favorables au président Denis Sassou Nguesso. Je crains que maintenant, ce soit l'inverse qui se soit posé et que ce qui s'est passé en termes de résultats, on a posé un certain nombre de questions. La question la plus forte qui revient, et nous y reviendrons, c'est quand on a constaté que la Likwala qui pratiquement autour des années 2018 avait la moitié de la population de la Bwenza et se retrouve pratiquement avec la même population. Évidemment, maintenant, il y a la confusion, comme on a scindé les départements, on ne peut pas se retrouver, mais dans la configuration qui était celle de 2023, évidemment, on a été surpris de constater en un temps record, non seulement la Likwala, mais on a constaté également que la population des départements de la partie septentrionale était presque au même niveau que celle des départements de la partie sud, alors que pendant de nombreuses années, c'était pratiquement autour de 50%. Qu'est-ce qui s'est passé? Dépeuplement dans la partie sud et puis il y a eu des mouvements vers la partie. Mais il faut expliquer. On a posé des questions, ces questions n'ont jamais trouvé de réponse. Et nous avons été fortement déçus d'apprendre que le gouvernement s'est satisfait de la même. Non, le recensement qui a été fait en 2023 pose énormément de problèmes. Et je crois que c'est pour ça que les gouvernements eux-mêmes n'ont plus forcé pour avoir la biométrie. Et ils le retardent. Mais n'allant pas à la biométrie, ils créent quel problème? Ils ne trouveront pas rapidement la solution pour deux aspects. C'est la maîtrise du corps électoral et c'est la fiabilité des listes électorales. Maintenant, il y a d'autres problèmes. Il y a un problème qui me fait sourire. Et c'est des textes de loi qui doivent être pris pour fixer le plafonnement du financement des dépenses de campagne. Depuis près de 10 ans, ce problème a commencé, je crois, en 2011, à Evo, 2011. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu rédiger et élaborer un texte qui fixe le plafonnement des dépenses de campagnes électorales. Vous voyez bien qu'il y a anguille sous roche. Et ça ne va pas du tout. Est-ce que c'est les cadres qui manquent? Qu'est-ce qui manque? On peut parler de notre aspect. C'est la refonte de la loi électorale. Alors ça me fait sourire parce que en mars 2024, le ministre Moulou avait appelé à une réunion des groupements politiques. Et au cours de cette réunion, il a annoncé qu'il allait bientôt avoir une concertation nationale et que l'un des aspects importants qui devait être abordé, c'était la refonte de la loi électorale. Depuis, on n'en parle plus. Depuis, on n'en parle plus. Et j'ai appris qu'il voulait que l'opposition propose, semble-t-il, des gens à certains postes au niveau de la Commission nationale électorale, qu'ils disent indépendants, mais qui n'est pas indépendant. Et la réaction, pour ceux qui étaient à cette réunion,
soi-disant de l'opposition, c'était des dignes. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des rigolos, il ne faut pas qu'on nous ridiculise. On nous dit qu'on va avoir la refonte de la loi électorale, on ne la fait pas, et maintenant on nous donne non, il ne faut pas, ce n'est pas sérieux. Donc vous voyez que le gouvernement a des sérieux problèmes. Maintenant, l'autre aspect que je vais évoquer, et c'est le dernier, mais je reviendrai en profondeur au cours de la prochaine émission sur ces aspects que je survole en explication, c'est l'application effective de la loi sur les partis politiques, avec beaucoup de rigueur. Mais vous allez appliquer. Si le ministre Mboulou applique avec rigueur la loi sur les partis, je pense qu'aucun parti de la majorité ne pourrait être considéré comme conforme à la loi, surtout par rapport à l'aspect de l'obligation de déclaration de patrimoine. Parce que je ne cesse de vous dire que depuis 2002, aucun acteur politique, aucun gouvernement, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et je crois, je ne veux pas m'en vanter, je crois que lorsque le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a tenté l'expérience en 2021, moi, Clément Mirassa, j'ai introduit un recours parce que ce qui se faisait n'était pas conforme à la loi. Et la Cour suprême m'a donné raison. La Cour suprême m'a donné raison. Et finalement, ça a été suivi au niveau du gouvernement. Ça a été suivi au niveau du Parlement. La loi a été amendée, mais depuis qu'elle est amendée, il n'y a plus personne qui fait des déclarations de patrimoine. De sorte que lorsque le Premier ministre Koliné-Makosso a été reconduit lors du dernier remaniement, et qu'il y a eu la formation d'une nouvelle équipe, mais aucun d'eux, que ce soit le Premier ministre, que ce soit, parce qu'ils croient que vous venez, vous êtes ministre, et tant que non, tu es ministre, lorsqu'il y a un remaniement, il y a une fin. Quand on renouvelle, donc il faut que tu fasses une déclaration à la fin de tes fonctions comme la loi le prévoit. Et quand tu es renommé ministre, mais tu fais une nouvelle déclaration. C'est ça qui permet aux organes de contrôle de suivre le cheminement des aspects de l'enrichissement de la publicité. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais attirer l'attention. Je m'excuse parce que c'est certainement un peu rébarbatif, parce qu'on rentre un peu dans les aspects techniques. Nous allons avoir encore 2 ou 3 émissions sur ces questions. Mais je crois que nous nous efforcerons. Excusez-moi pour ceux qui ont trouvé que c'était certainement plus technique, mais c'est très important. Et c'est pour ça que je vais aller à la conclusion. La conclusion est la suivante. Nous continuons pas à divertir le peuple. Nous avons des lois et règlements de la République. Nul n'est au-dessus de la loi. Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. D'ailleurs, l'article 15 de la Constitution précise clairement que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé, etc. C'est connu, reportez-vous à l'article 15 de la Constitution. Je me reporte également à l'article 40 de la Constitution, qui dit clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses droits envers l'État et envers la société. Les choses sont claires. Donc, quand les gens essayent de bouder parce qu'on dit que le président de la République n'est pas encore... Mais c'est un citoyen. Lorsque le conseil est fait, il est fait. Et nous l'avons développé à plusieurs reprises. Nous avons dit que le président de la République, depuis 2000, n'a jamais déclaré son patrimoine. Ça veut dire qu'il ne l'a pas fait en 2002, il ne l'a pas fait en 2009, il ne l'a pas fait en 2007, il ne l'a pas fait en 2021. Maintenant, il le fera, il compte peut-être le faire en 2026. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, on constate qu'il ne respecte pas la loi. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Il y a un aspect important que nous allons, sur lequel nous allons insister, c'est que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais si le ministre Mboulou ne veut pas sanctionner le PCT tel que de la loi le prévoit, mais le président de la République, maintenant qu'il sait à travers nos émissions que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, le président de la République qui a prêté le serment
de respecter, de faire respecter la Constitution, doit prendre les dispositions pour que la Constitution soit respectée. On ne peut pas chercher à aller à l'élection pour chercher encore à diriger le pays une nouvelle fois en étant en situation de non-conformité avec la loi et en espérant que les Congolais vont la... Non, 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 Monsieur le Président, aujourd'hui, les Congolais savent que vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Pas seulement les Congolais. L'opinion nationale et internationale sait que vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Elle sait également qu'au Congo, le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. Elle sait aussi que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. C'est pour ça que ce que nous avons abordé aujourd'hui, c'est les fondements de la gouvernance électorale avant que nous ne rentrons dans les débats techniques de la commission électorale indépendante, de la maîtrise du corps électoral, de la fiabilité des listes électorales. Il faut que ce débat-là soit réglé. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Il ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Que faisons-nous? La question est fondamentale. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. La loi prévoit qu'il soit sanctionné. Que faisons-nous? Le ministre Mbounou doit le savoir. Tous les gouvernants, tous les dignités du PCT doivent le savoir. Et après, vous parlez de paix. Vous ne respectez pas la loi et vous voulez parler de paix. Mais sachez que les Congolais seront fatigués. La guerre, dite du 5 juin 1997, d'après le chercheur français qui vient de mourir, a causé près de 400 000 morts. Il y a des gens qui ont essayé de me mettre ça sur le dos. Mais ce n'est pas de moi. Je n'avais aucun outil pour essayer d'évaluer les morts lors de la guerre du 5 juin. Alors que faisons-nous? Il faut que nous tirons des leçons et les Congolais ne veulent plus qu'à l'occasion des élections, qu'il y ait des troubles, des enlèvements, etc. Ce sont des questions sur lesquelles nous devons nous asseoir, discuter. Et je regrette malheureusement que le ministre d'État Martin Belly, qui était secrétaire permanent d'une institution qui n'a jamais été formellement mise en place et nous a quittés. Mais je crois que ces questions doivent trouver réponse. Alors, quand je vois les Congolais, et je regrette et je déplore que le comité, que le PCT puisse accepter ce comportement. On met le patriarche. Mais expliquez que le patriarche n'est pas en conformité avec la loi. On parle du timonier. Mais expliquez aux Congolais que le timonier n'est pas en conformité avec la loi. Quel Congo voulons-nous? Le Congo du désordre? Le Congo de la protection des voleurs? Le Congo des gens qui ne respectent pas les lois et règlements de la République? Écoutez, ça a suffisamment duré. Ça a suffisamment duré. Et je crois qu'il faut qu'un jour, et ça donne chef de spectateurs, nous avons voulu attirer cette attention. Et nous pensons que les gouvernants actuels doivent non pas privilégier leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. Ils doivent privilégier l'intérêt de la nation. Et ils doivent savoir une chose. Dans la vision qui est la nôtre, il faut privilégier une chose. Servir et non se servir. Les gouvernants du PCT nous ont donné la preuve qu'ils sont venus pour se servir, mais pas pour servir les Congolais. Mais les Congolais veulent des dirigeants qui les servent, non pas qui viennent pour se servir. Je crois qu'on a assez souffert. Je crois que nous sommes actuellement dans une situation qui nous préoccupe. Et je crois qu'on doit pouvoir en tirer les leçons. Donc, chers téléspectateurs, c'est sûr, c'est beau. Je termine notre émission en espérant que samedi prochain, je crois que ça sera le samedi 28 juin, nous aurons l'occasion de développer notre thème. Mais je vais m'efforcer, en dépit de ce qui peut avoir comme actualité abondante, d'accorder une attention particulière et de continuer ce que j'ai amorcé sur le développement au niveau de la gouvernance électorale pour que les choses soient clairement vues, que nous les abordons et que nous avancions. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis merci et à la prochaine.